je vais vous raconter une petite histoire. Si vous vous intéressez un petit peu à la psychologie et que vous surfez sur le web, pour trouver des informations dessus, vous êtes sans doute déjà tombé sur cette petite histoire. J'ai plus exactement les noms en tête et ça va manquer un petit peu de précision, mais le plus important c'est l'idée derrière et la conclusion et la morale en fait. Alors on y va. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a du coup la guerre, notamment les guerres aériennes. Boum boum, paf paf, bam bam. On n'est pas encore super bon pour faire des avions et on galère encore sur le rapport poids-puissance. Il faut un avion solide qui puisse résister aux balles d'un côté, mais d'un autre côté, il faut que l'avion soit assez léger pour pouvoir décoller parce que s'il décolle pas, ce n'est pas un avion, c'est une voiture. Globalement, les avions sont assez légers et donc assez peu protégés contre les balles. Les premières batailles se déroulent, les premiers survivants, retenez bien du coup ce terme de survivants, reviennent à la base, et du coup les ingénieurs observent un petit peu comme ça les avions qui reviennent. Ils se disent, on va faire une moyenne des impacts des balles qui sont sur les avions, et c'est à ces endroits-là qu'on va renforcer uniquement les avions. Comme ça, pas de trous à ces endroits, et on n'alourdit pas toute la berzingue. Riche idée. Mais en fait non, idée de merde, leur fait savoir l'un de leurs collègues. Mais pourquoi? Et oui, réfléchissons. Si les avions qui sont rentrés, donc du coup avec des pilotes dedans qui sont vivants, s'ils sont rentrés avec des impacts de balles, ok, ils ont des impacts de balles, en effet, ça fait beaucoup d'air qui passe, mais ils sont rentrés en vie. Donc ça doit pas être si important s'il y a des impacts de balles à ces endroits. En revanche, et je pense que vous avez commencé à deviner un petit peu la logique, il est fort probable que ceux qui ne sont pas rentrés, ils aient eu des impacts de balles aux autres endroits. Et du coup, c'est à ces endroits-là qu'il faut renforcer. Donc au lieu de faire une moyenne des impacts de balles sur les avions, on fait plutôt une moyenne là où il n'y a pas eu d'impact, et c'est à ces endroits-là qu'il faut renforcer. Donc tous les endroits sans impact des avions qui sont revenus, et qui sont en fait revenus par chance quelque part. Vous allez me dire, ok, mais quel rapport avec la photo? Donc là, ce qui vient de se passer, c'est ce qu'on appelle un biais psychologique. Un biais psychologique, ça va déformer notre perception de la réalité de manière objective. Et plus précisément, on appelle ce biais le biais du survivant. Prenons des exemples plus d'actualité. Prenons les acteurs par exemple. Vous vous dites peut-être, ouais, les acteurs ils sont super riches alors qu'ils foutent rien, blablabla, ils font juste des coucous à la caméra, etc., etc. Sauf que les acteurs que vous voyez régulièrement, ce sont ceux qui ont survécu. Ceux qui ont réussi et ne sont pas du tout représentatifs de tous les acteurs. Pour un Dwayne Johnson millionnaire que toutes les grosses productions s'arrachent, on a peut-être des milliers, dizaines de milliers ou des millions d'acteurs qui, eux, se sont suicidés, ne seront jamais découverts, travaillent mais sont sous-payés, ou encore qui ont abandonné. Bref, des situations que Dwayne Johnson ne reflète pas. Vous allez me dire, ouais, ok, mais quel rapport avec la photo donc? Eh bien, vous allez utiliser ce biais psychologique à votre avantage dans vos photos. Enfin, plus dans votre manière d'ailleurs de faire de la photo. C'est ce que tous les grands photographes font et tous les professionnels aussi. Donc concrètement, ils ont plusieurs milliers de photos, mais à la fin, à la toute fin du processus de la création de la photo, ils n'en présentent que quelques-unes. Disons que par exemple pour 1000 photos prises, ils vont en garder et en développer une centaine, ils vont en choisir 10 où ils vont faire un développement plus poussé, voire faire quelques retouches Photoshop, et à la fin parmi ces 1000, ils vont peut-être en exposer une seule ou la mettre sur les réseaux sociaux, ou peu importe. Bon, c'est du environ, mais vous comprenez l'idée, c'est un effet en fait d'entonnoir. À la fin du processus, sur les 1000 photos, une seule magnifique photo a survécu, a été longuement développée et a été exposée au monde. Alors que 999 autres photos sont mortes, on ne les verra jamais. Sauf que tout le monde voit le photographe et ses compétences uniquement à travers ces magnifiques survivantes. Après évidemment la différence entre les mauvais photographes et les meilleurs photographes, c'est sans doute le rapport. Ils auront par exemple une magnifique survivante pour 100 photos, au lieu de une pour 1000 pour un débutant par exemple. Il y a aussi le rythme et la quantité de photos. Par exemple un photographe professionnel il va faire plusieurs milliers de photos par mois peut-être, et donc s'il a une magnifique survivante sur 100, il en aura plusieurs à montrer dans le mois. Alors qu'un photographe débutant occasionnel n'en fera peut-être que 1000 par an et n'en aura du coup qu'une à montrer dans l'année. Bon, en tout cas beaucoup moins que le photographe professionnel. Voilà donc en conclusion, sélectionnez avec soin les photos que vous allez montrer à tout le monde et passez le temps nécessaire au développement de vos meilleures photos. Et en parlant de développement, j'ai conçu une formation vidéo gratuite de plus de 8 heures de cours sur les bases de la photographie, où je parle notamment du développement. Je vous laisse le lien en description. Voilà, cet épisode flash est fini, je vous dis à bientôt et on se retrouve sur les internets mondiaux.